Monsieur le Président, cher Jamal, chers collègues, chers amis, donc c'est un plaisir de vous retrouver en virtuel. Ben, la prochaine fois, ce sera certainement, on l'espère, après, en post-Covid, ce sera certainement en présentiel. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet important. Vous le savez tous, la néphropathie est une complication redoutable du diabète sucré. Elle est redoutable par sa fréquence, elle est redoutable par sa gravité. Le diabète sucré, comme l'indique cette diapositive, le diabète sucré est la cause principale d'insuffisance rénale terminale aux États-Unis, avant l'hypertension artérielle, avant d'autres pathologies rénales. Alors, il est évident que dans ce contexte, tout médicament, toute classe de médicaments qui aurait un effet bénéfique sur le rein, qui retarderait l'évolution de cette insuffisance rénale, ou mieux, qui empêcherait l'installation de cette insuffisance rénale, ces médicaments-là auraient évidemment en diabétologie une place tout à fait privilégiée, en haut du podium. Et en 2022, nous avons la chance, au Maroc, en Belgique, nous avons la chance de disposer de certains de ces médicaments qui se sont montrés efficaces dans un esprit de prévention de néphropathie ou d'éviter, ou dans un esprit d'éviter l'aggravation de la néphropathie. Il y a les glyphosines, les SGLT2 inhibiteurs. Je vous montre l'exemple de la dapagliflozine. 10 mg de dapagliflozine réduisent le risque rénal de près de 40%. Je vous montre la dapagliflozine, mais c'était pareil pour la canagliflozine dans Crédence, c'était pareil pour l'empagliflozine. Et puis, il y a les GLP-1, les agonistes du GLP-1. Là aussi, réduction du risque rénal, réduction du risque de l'ordre de 20% dans cette étude, qui est l'étude leader, avec le Victoza, avec l'iraglutide. Mais là aussi, de nouveau, d'autres agonistes du GLP-1 ont montré ce bénéfice. Glyphosine, agoniste du GLP-1, il y a une troisième classe de médicaments. Ce ne sont pas des antidiabétiques, mais ce sont des médicaments qui ont montré leur efficacité en termes de prévention rénale. Je pense aux médicaments qui bloquent l'axe rénine-angiotensine. On connaît l'efficacité des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on connaît l'efficacité des bloqueurs du récepteur à l'angiotensine. Mais dans cette classe de médicaments, des bloqueurs du système rénine-angiotensine, il y a un troisième larron. Il y a un troisième larron, c'est l'aldostérone. C'est l'aldostérone. Alors, l'aldostérone, pour les diabétologues, c'est une hormone qui est nuisible. Elle est néphrotoxique, entre guillemets, elle est cardiotoxique, entre guillemets. Regardez l'aldostérone, elle va se fixer à son récepteur, et à partir de là, elle va avoir toute une série d'effets délétères dans le domaine cardiovasculaire, avec une hypertension artérielle, avec une augmentation du risque de décompensation cardiaque. Elle va avoir un effet délétère sur le rein, les trois complications étant interreliées entre elles. Donc, ce troisième larron, l'aldostérone en tant que tel, l'aldostérone qui se fixe à son récepteur, il est évidemment intéressant de l'inhiber, de la bloquer. Alors, on peut le faire, on pouvait le faire avec la spironolactone, on connaît tous la spironolactone, et c'est efficace. Mais en 2022, il y a un pas en avant. Il y a un pas en avant avec l'arrivée d'un nouveau médicament qui s'appelle la finerenone. Alors, la finerenone, ce n'est pas un stéroïde. La finerenone, c'est une dihydropyridine. La finerenone, c'est une molécule qui est particulièrement efficace. Regardez la petite dose qui suffit à bloquer 50% de l'effet de l'activation du récepteur. 50% de l'activation du récepteur minéralocorticoïde.
Et puis regarder sa grande sélectivité pour ce récepteur minéralocorticoïde par rapport pour d'autres récepteurs androgènes, glucocorticoïdes ou récepteurs à la progestérone. Donc la phénrénone, c'est a priori, théoriquement, potentiellement intéressant. Maintenant, la question que vous allez évidemment poser, c'est est-ce que cette phénrénone, est-ce que ce bloqueur de l'aldostérone, est-ce que ce troisième larron de la classe des bloqueurs du système rénine-angiotensine, est-ce qu'elle a, cette phénrénone, un bénéfice rénal, un bénéfice cardiovasculaire? Eh bien, la réponse va être apportée par plusieurs études, et en particulier par l'étude Fidelio, insuffisance rénale. C'est une étude qui va être menée chez des patients diabétiques de type 2 avec une insuffisance rénale. C'est une étude importante, elle a inclus plus de 5700 patients. Alors, les résultats, parce qu'ils sont très jolis, parce qu'ils sont même spectaculaires et inattendus, les résultats ont été publiés dans le New England. Nous sommes en 2021. Alors, l'objectif de l'étude, il est clair, c'est une étude en double aveugle. Des patients diabétiques de type 2 qui ont une néphropathie, qui ont une maladie rénale, vont recevoir soit cette dihydropyridine, cet antagoniste du récepteur minéralocorticoïde, soit un placebo. Ils vont le recevoir, la dose va dépendre, ils vont recevoir soit 10 mg, soit 20 mg, versus un placebo 10 mg, 20 mg, pendant pratiquement 2 ans, pendant plus de 2 ans, plus de 2 ans et demi. Alors, la dose de phénrénone va dépendre de la filtration glomérulaire à la visite initiale. En fait, qui va être inclus? Vous le savez déjà, c'est des diabétiques de type 2, mais on va être un petit peu plus précis. Ce sont des diabétiques de type 2, deux aspects, deux profils. Soit ils ont une microalbuminurie, avec un stade 3 de néphropathie, 3A, 3B, et une rétinopathie diabétique. Soit ils ont une macroalbuminurie et une GFR qui se situe entre 25 et 75 millilitres par minute. Ça, c'est un des profils. Autre caractéristique du profil, ces malades doivent être traités avec une dose maximale tolérée, soit d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion, soit d'un bloqueur de l'angiotensine. Alors, quel est l'objectif? Eh bien, il y a un objectif primaire et puis il y a des objectifs secondaires. L'objectif primaire, il nous concerne particulièrement ce soir dans cette réunion. L'objectif primaire, il est défini, il est composite. C'est une insuffisance rénale, c'est l'installation d'une insuffisance rénale. Ça veut dire une réduction de la filtration glomérulaire d'au moins 40% au cours du suivi, ou alors le décès par cause rénale. Donc, une insuffisance rénale terminale, une réduction de 40% de la filtration glomérulaire ou le décès d'origine rénale. Il est intéressant quand même de s'attarder sur les objectifs secondaires. Ils sont davantage cardiovasculaires, mais c'est à la mode. C'est de nouveaux composites, les décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus, l'accident vasculaire non fatal, l'hospitalisation pour décompensation cardiaque, et puis un objectif secondaire qui est rénal, c'est de manière un peu isolée, une réduction de la filtration glomérulaire qui dépasse 57%. Alors, vous voyez le screening qui aboutit à ces deux groupes de 2800 patients. Alors, que dire de ces patients? Ce sont des diabétiques de type 2, comme vous les voyez au Maroc ou comme je les vois en Belgique. Ils ont 65 ans. Ce sont des malades qui ont une néphropathie installée. Donc, on peut déjà supposer qu'ils ont une durée de diabète prolongée. Ils ont 16 ans d'évolution du diabète, une hémoglobine glycatée de l'ordre de 7,7%, une pression artérielle
qui est globalement correcte en termes de systolique, vous voyez que la majorité de ces malades, sont en stade 3 de néphropathie, 3B, oui, 3B de néphropathie, avec des 52% d'entre eux ou 53% d'entre eux qui ont une filtration glomérulaire entre 25 et 45. Quant à l'albuminurie, la majorité d'entre eux sont traités, ont une macroalbuminurie. Alors, comme l'indique le protocole, ils ont un inhibiteur d'enzyme de conversion, ils ont un bloqueur de le récepteur angiotensine. C'est quand même intéressant de regarder, de cibler leur traitement hypoglycémiant. 65% d'entre eux, c'est beaucoup, je trouve, 65% d'entre eux ont un traitement insulinique, 7% un traitement par agoniste du GLP-1, moins de 5% ont un traitement par glyphosine. Alors, voilà le résultat. Voilà le résultat, on va regarder la petite échelle. C'est donc le composite rénal, hein, vous rappelez sa définition. Eh bien, la réduction sous phénrénone par rapport au placebo, elle est de l'ordre de 18%. 18% en moins au cours de ces 2 années, ou un peu plus de 2 années pour certains malades, de réduction du risque rénal. Alors, si on stratifie maintenant, si on regarde les détails de l'objectif primaire, ben on constate que tout va évidemment dans le même sens. Et c'est tout aussi impressionnant. Regardez le déclin de la filtration glomérulaire au-delà de 40% par rapport à l'inclusion, par rapport au baseline. Mais c'est une réduction de 20%, 20% en moins de détériorer significativement sa filtration glomérulaire au cours du suivi. Et si on regarde l'insuffisance rénale terminale, le kidney failure, eh bien, là aussi, réduction de l'ordre de 13%. Donc, indiscutablement, la phylrénone, sur le plan rénal, a un effet néphroprotecteur au cours de ce suivi. Alors, on pourrait... Voilà. Alors maintenant, regardons un petit peu les objectifs secondaires. Et les objectifs secondaires, ils sont cardiaques. C'est intéressant. Comme pour les glyphosines, comme pour les agonistes du GLP-1, il y a un bénéfice secondaire cardiovasculaire. Alors on va regarder le composite. Le composite, c'est, je vous le disais, les décès, l'infarctus, le stroke, la décompensation cardiaque, de manière tout à fait significative, réduction de 14%. Donc, réduction de près de 20% du composite rénal, très significatif, réduction de l'ordre de 14% du cardiovasculaire. Et puis regardez ceci, ça va, c'est tout à fait intéressant. Ce sont les malades qui vont détériorer de manière forte, de manière très marquée leur filtration glomérulaire, puisque n'y sont inclus que ceux qui dégradent la fonction rénale avec une baisse de fonction glomérulaire supérieure à 57%, pratiquement 60% au cours des 2 ans. Eh bien, vous voyez, 32% de réduction de risque sous phénrénone par rapport au placebo. Donc, je pense que les résultats sont là, la messe est dite, d'autant plus que, regardez, si on regarde l'albuminurie, il n'y a pas besoin de faire un grand discours. L'évolution de l'albuminurie sous placebo, sous phénrénone, regardez les réductions au bout de l'étude, moins 29% sous phénrénone par rapport à une petite augmentation sous placebo. Avec le temps, ça n'a rien de surprenant. Alors, à ce stade-ci, vous pourriez certainement me poser la question, mais qu'est-ce qu'il en est en termes de potassium? On sait tous que quand on donne de la spironolactone, on doit surveiller la kaliémie. Si on donne du phénrénone, on doit aussi surveiller la kaliémie. C'est logique, sachant le mode d'action. Eh bien, c'est vrai. La kaliémie sous phénrénone par rapport au placebo, elle est très très légèrement augmentée, mais regardez au baseline, c'était la même chose, mais tout au long du suivi, on va avoir une kaliémie un petit peu plus haute sous phénrénone que sous placebo.
Alors, est-ce que ça, c'est rassurant à 100%? Oui et non. Oui et non, parce que si on lit un petit peu en détail le texte du New England, on se rend compte quand même qu'il y a eu des incidents d'hyperkaliémie, hyperkaliémie related. Il y a eu quand même des incidents de manière 2 fois plus fréquente sous finerenone que sous placebo, 18% versus 9%. Et si on regarde encore plus dans les détails, la discontinuation, l'arrêt du traitement, eh bien, 2,3% des malades sous finerenone versus moins de 1% dans le groupe placebo. Donc, ça reste important. C'est évident que le médicament est intéressant sur le plan rénal, sur le plan cardiaque, mais comme toujours, il y a un suivi, un suivi précis, en particulier sur le plan de la kaliémie, qui doit être maintenu. Alors, ce qu'on retrouve encore dans l'article, c'est, et c'est intéressant, c'est que finalement, tous les malades, quels qu'ils soient, vont bénéficier de la finerenone par rapport au placebo. Il n'y a pas d'interaction. Que vous ayez moins de 65 ans, plus de 55, plus de 65 ans, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez, quelle que soit la filtration glomérulaire, quel que soit le BMI, quelle que soit la tension artérielle, quel que soit le contrôle du diabète, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un passé cardiovasculaire, vous voyez que de manière assez systématique, on retrouve toujours, on identifie toujours le même bénéfice. On pourrait se poser la question, les auteurs se posent la question, quel est le mécanisme? Oh, plusieurs mécanismes sont potentiellement possibles, évidemment. Le premier, c'est de se dire, c'est la tension artérielle. On améliore le rein parce qu'on contrôle mieux la tension artérielle. Pas vraiment. Pas vraiment. Regardez, c'est vrai qu'il y a une petite différence de tension artérielle, mais elle est au bord de la signification. Elle est au bord de la signification. Est-ce que ce n'est pas le contrôle glycémique? La réponse est non. L'hémoglobine glycatée, tout au long de l'étude, regardez, elle est exactement pareille, elle ne se modifie pas. Si vous regardez les hémoglobines glycatées au départ, 7,66, soit 7,69, eh bien, on reste à ces valeurs-là tout au long de l'étude. Est-ce que ce n'est pas le poids? Est-ce qu'il y a un effet poids? Non, ici, il n'y a pas un effet poids. Par rapport aux autres classes de médicaments avec bénéfice rénal, là, il n'y a pas de modification, il n'y a aucune modification pondérale. Alors, ce que les auteurs concluent dans leur article, c'est que le mécanisme précis de néphroprotection de la finerenone chez ces malades, c'est pas les différents paramètres que je viens de citer, mais c'est probablement plus un effet anti-aldostérone, anti-inflammatoire. Et voilà la conclusion. Mais elle est écrite, mais vous l'aviez deviné. Le traitement à la finerenone, il résulte dans un moindre risque de détérioration de la pathologie rénale et de la maladie cardiovasculaire. Alors, je me suis posé la question, et vous aussi, est-ce qu'éventuellement, il y a des études qui peuvent confirmer? Est-ce qu'éventuellement, il y a des études qui incluent des patients diabétiques avec une insuffisance rénale, mais avec une insuffisance rénale plus large? On cible des plages de néphropathie beaucoup plus larges en termes de filtration glomérulaire. La réponse est oui. La réponse est oui, et c'est une publication plus récente, c'est l'étude Figaro. Mais l'étude Figaro, elle, son objectif, il est cardiovasculaire. Il est cardiovasculaire. Il est purement cardiovasculaire. Voilà, ce sont les mêmes auteurs. Hein, ce sont les mêmes auteurs. Ici, le premier auteur, cette fois-ci, c'est Pitt par rapport à Bakris dans l'étude précédente. C'est Chicago, hein, c'est le groupe de Chicago. Alors, de nouveau, on ne va pas rentrer dans les détails de cette étude-là parce qu'elle n'est pas spécifiquement rénale, mais c'est quand même intéressant de lire les critères d'inclusion. Voilà, on va inclure des patients diabétiques de type 2 qui ont cette fois-ci une néphropathie qui va d'un stade 1 à un stade 4. Donc, le volet d'insuffisance rénale, le spectre de l'insuffisance rénale est beaucoup plus large. Et de nouveau, selon exactement le même protocole, ils vont recevoir soit de la finerenone, soit du placebo.
voilà les données cardiovasculaires. Elles sont tout à fait comparables à celles de l'étude Fidelio. Regardez, de nouveau, cette fois-ci, c'est 54 mois, et vous voyez qu'il y a une diminution de l'objectif composite cardiovasculaire. Vous savez ce que c'est, hein? Décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, stroke non fatal, insuffisance cardiaque, c'est exactement la même chose. Et bien, c'est une réduction de nouveau de 13%. Et regardez, ben voilà, si on analyse les différents paramètres du composite, hein, de l'objectif composite, cela rejoint, regardez l'infarctus non fatal, regardez le stroke non fatal, regardez même l'insuffisance cardiaque, tout ça diminue 30%. Donc, c'est quand même, ça rejoint, ça confirme. Là, vous allez me dire, l'objectif l'objectif de l'exposé, il est le rein, il est le rein. Alors, qu'en est-il dans cette étude Figaro du rein? Ben, on a des données. On a des données. Et de nouveau, ici, dans cette étude-là, on a deux objectifs composites secondaires. L'un rénal, l'un, c'est des malades qui vont avoir une insuffisance rénale terminale, qui vont avoir un décès rénal ou qui dégradent leur fonction rénale avec une perte de 40% du GFR. Et puis, il y a un autre sous-groupe. Ce sont des malades qui aussi, on va regarder décès rénal, insuffisance rénale terminale, et cette fois-ci, une baisse du GFR qui est plus importante, qui est de l'ordre de 57%. Alors, comme le montre la diapositive, de nouveau, on a des résultats intéressants. On a des résultats intéressants si on considère le 40% de decrease in GFR, 13% de réduction dans cette étude, on est à P égale 0,06. On est à P égale 0,06. Par contre, si on regarde le composite avec des malades qui ont dégradé leur fonction rénale de manière majeure, plus de 57%, on est cette fois-ci à 23% de réduction de risque, 23% de réduction de risque, et là, on est tout à fait significatif. Donc, Fidelio est confirmé par Figaro. Alors, pour être vraiment à l'actualité, voilà un papier qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, il fait quoi? Mais il reprend, il va plus loin, il fait du post-hoc par rapport à Figaro. Pour vous rappeler que les malades qui avaient une dégradation de plus de 40% avaient une réduction de 13% de risque. Je vous avais dit P égale 0,06. Ceux qui avaient une dégradation de la fonction rénale plus importante, c'est un P égale 0,041. Alors les auteurs ici dans ce papier de néphrologie, dialysis, transplant, ils vont encore faire quelque chose d'intéressant. Ils vont regarder est-ce qu'on peut apporter une nuance? Est-ce qu'on peut apporter une nuance dans l'efficacité? Eh bien, la réponse est oui. La nuance dans l'efficacité. Que vous considériez des malades avec une dégradation de 40% ou des malades avec une dégradation de 57%, l'effet est le plus marqué. L'effet est le plus marqué chez les patients qui ont une albuminurie, qui ont une macroalbuminurie par rapport à ceux qui ont une microalbuminurie. Ça, c'est un élément supplémentaire par rapport à l'étude Fidelio que je vous ai présentée au départ. Et ceci est quand même fort intéressant. Regardez ici, il y a une interaction. Donc, Finrenone, c'est la conclusion de ce travail de 2022, mais c'est la conclusion du New England de Fidelio, c'est la conclusion du New England Figaro. La Finrenone protège contre la progression, contre l'évolution de la maladie rénale chez les patients diabétiques de type 2, qu'ils aient un stade de néphropathie débutante ou un stade de néphropathie avancée. Et en parallèle, il y a ce bénéfice cardiovasculaire. Alors voilà, je pense que voilà la dernière conclusion, mais je viens de vous la mentionner en français. Et il n'est donc pas étonnant qu'à l'heure d'aujourd'hui,
la finerénone, soit déjà, en tout cas aux États-Unis, soit déjà disponible. Il n'est pas étonnant que au dernier congrès de l'ADA, je n'y étais pas, mais on a parlé de finerénone et elle sera probablement bientôt intégrée aux grandes recommandations de traitement du diabète de type 2. Voilà, je vous remercie pour votre attention.